Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Rien ne prédestinait ces deux sœurs à travailler ensemble. Des personnalités presque opposées, des parcours professionnels différents, des envies différentes, et pourtant le destin en a décidé autrement. Leur papa, Hervé, c'est un peu le point de départ de cette aventure. Il possédait quelques ruches et s'essayait au métier d'apiculteur simplement pour le plaisir. Manon fut la première à démarrer l'aventure. Elle eut soudainement envie de devenir apicultrice et de créer un réel empire en multipliant les ruches. Vous l'entendrez, Manon est littéralement amoureuse de ses abeilles et passionnée par le quotidien que lui offre ce métier. Quant à Clara, elle travaillait pour une banque à Londres et elle a littéralement décidé de tout plaquer. Elle a donc rejoint l'aventure et s'est rendue compte que dépenser de l'énergie pour son propre projet, sa propre entreprise, lui donnait envie de soulever des montagnes. Mais alors comment se passe le quotidien quand on travaille avec sa sœur ? Elle nous dévoile tout, sans filtre. Elles nous parleront chacune de leur quotidien et du plaisir qu'elles ont à développer ce projet ensemble. On découvrira ce qu'est réellement le métier d'apicultrice et ce que font ces abeilles travailleuses. On aura même le droit à des révélations étonnantes sur les abeilles. Un échange pétillant avec ces deux sœurs complices s'étant reconverties pour développer un business en famille, mais surtout une vraie passion qu'elles partagent chaque jour. Salut les filles! Hello, coucou. Alors, donc là, j'ai Clara et Manon derrière le micro, donc elles sont deux, ça change puisque j'ai l'habitude d'interroger qu'une seule personne à la fois en général. Donc c'est assez sympa. Et ce sont donc deux sœurs. Les filles, je vous laisse du coup vous présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Manon, je suis l'aînée et je suis apicultrice. Et salut tout le monde, moi c'est Clara, j'ai 25 ans et je suis la petite sœur de Manon. Alors, comme vous pouvez le comprendre, a priori, elles font un métier lié aux abeilles. Elles vont tout nous expliquer. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'elles n'ont pas du tout un parcours, enfin, elles n'étaient pas du tout dédiées à devenir apicultrices ou à mettre en place un projet autour des abeilles, en tout cas. Du coup, les filles, je vous laisse vous présenter et me dire un peu quel est votre parcours et comment vous en êtes arrivées là. Donc en fait, à la base, moi j'ai fait des études de langue étrangère, LLCE anglais et espagnol, pour pouvoir être professeure des écoles. Ce que j'ai fait, ensuite j'ai fait un master, donc le parcours classique, j'ai passé le concours et j'ai été enseignante pendant 2 ans avec des maternelles. C'est un métier qui est hyper intéressant, très enrichissant, mais qui ne me correspondait pas parce que j'avais vraiment un manque, j'avais besoin d'être dehors en fait. J'ai besoin de moi je suis efficace et je travaille bien quand je suis en véritable autonomie en fait et j'avais besoin d'être dehors. J'ai vraiment du mal à rester à un bureau, toute la journée donc je vais finir par travailler, sur mon lit, par terre, et j'ai ce côté un petit peu enfant où j'arrive pas à tenir en place. Donc au bout de 2 ans, j'ai décidé, de changer de métier. Je savais pas trop ce que je voulais faire parce qu'avec des études de langue, j'avais pas plus réfléchi que ça, en fait. Et il s'avère que mon père avait, une exploitation, agricole et qu'il s'était lancé dans l'apiculture et comme j'étais un petit peu perdue, il me dit: «Bah, écoute, pendant 1 an, tu vas travailler avec moi et ensuite tu verras, ce que tu veux faire, ça se trouve, au bout de 6 mois, tu vas dire: "Non, je veux faire ça et ça et ça", tu verras. Mais en attendant, tu seras dehors avec moi» et en fait, j'ai découvert l'apiculture et là, c'était fini, là. Je voulais plus je voulais plus T'as faire le eu un jeu. coup de cœur direct. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, parce que c'est génial, parce que c'est hyper enrichissant, on est dehors toute la journée, on est c'est top, quoi. C'est franchement, c'est génial et puis c'est une aventure de tous les jours. Il y a aucune journée qui se ressemble avec les abeilles. C'est plein de challenges, c'est hyper varié et c'est génial et puis je voulais pas faire autre chose. Je voulais rester avec mes abeilles.
Et est-ce que tu avais déjà un peu aidé ton père, à je sais pas, à venir un peu voir les ruches, à travailler un peu sur les ruches? Est-ce que tu t'y étais, pardon, déjà un petit peu intéressée ou c'était vraiment, tout nouveau pour toi? Est-ce que tu avais peut-être même un peu peur d'aller à la rencontre des abeilles ou pas du tout? Ah ouais, j'avais une trouille bleue, hein. Ah, ça fait hyper peur. Il y a énormément d'abeilles parce que j'ai vu au début, il travaillait avec des abeilles noires qui en plus sont assez Oh agressives là là. et je voyais, il revenait, il avait la tête mais c'était Quasimodo, quoi. C'était pas possible. Donc j'étais là: «Oh là là, qu'est-ce que c'est?» et tout et en fait, il a changé, il est passé sur une autre race d'abeilles avec laquelle je travaille maintenant, qui est beaucoup plus douce et effectivement, il avait une petite piqûre de temps en temps, mais en fait, quand on débute en apiculture, la première piqûre, c'est vraiment le baptême du feu et après c'est bon, en fait. On sait ce que ça fait et bon, bah, OK, j'en ai peut-être une de plus, mais ça va pas me tuer de toute façon et mais au début, oui, j'avais beaucoup d'appréhension parce qu'il y a énormément d'abeilles dans une ruche, hein. On s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas à côté ou qu'on n'en a pas ouvert une. Mais moi, je suis très nature et j'adore les animaux. J'adore être au contact des animaux, donc c'est un bonheur pour moi d'être dehors et les abeilles, c'est véritablement ça. Je crois que c'est la bestiole la plus futée que je connaisse et il y a vraiment un feeling, en fait. Si on arrive et qu'on a une certaine appréhension, qu'on est un peu maladroit, qu'on est bruyant, on va avoir une réaction, assez, agressive des abeilles. Alors que si vous arrivez, que vous êtes apaisé, que vous savez ce que vous avez à faire, que vous prenez le temps, que vous les écoutez, hein, parce elles vous parlent dans leur langue, mais elles vous disent vraiment: «Bah, là, il faut pas ouvrir, là, ça va pas, on est malade, là, on commence Ah à être un peu ouais? froid». Ah oui, oui, si on fait C'est attention dingue. à toutes ces choses-là, et ça se passe très bien. Mais il faut beaucoup d'observation, beaucoup de patience et moi, de toute façon, quand je vais sur les ruches, je les appelle mes petits chats, donc j'aime énormément. Mais non, c'est top. L'élevage, c'est génial. Bon, en tout cas, on sent, beaucoup de d'amour, de passion, enfin vraiment tu as trouvé ta voie. Là, tu peux Ah a ouais, priori en être sûr. ah oui, 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 c'est les Ouais, du abeilles. coup, donc Manon, tu as donc, ouvert le bal, hein. C'est toi qui as donc, Mmh. rejoint, le projet, en première et du coup, Clara, ta sœur, a décidé de te rejoindre. Clara, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a été ton déclic? Exactement, j'ai rejoint Manon, cette année. Moi, je suis partie, de Bordeaux, après, le bac pour faire mes études en Angleterre, études de commerce classiques et par la suite, j'ai commencé à travailler en finance. Je faisais de la fusion-acquisition, donc vraiment le truc le plus horrible qui existe en termes, d'horaires, de challenge, de contraintes, enfin, c'était vraiment très dur, mais je pense que je recherchais, une activité qui était assez intense et ça me convenait, mais je pensais déjà à partir, mais je pensais rester à Londres ou partir ailleurs et il y a eu le confinement. Donc je suis rentrée, en France pour passer le confinement, à la ferme, avec, ma famille et en fait, je me suis retrouvée, dans la cuisine à travailler, de 9 heures à 2 heures du mat, quasiment tous les jours et à voir autour de moi des gens qui eux, bah, leur métier, c'était leur passion et moi, j'étais sur, PowerPoint, il était 1 heure, je me faisais hurler dessus et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible». Enfin, je me suis dit: «Je tu fonces droit dans le mur» et j'ai dit: «Stop» et j'ai tout lâché. J'ai lâché mon boulot, j'ai rendu mon appartement à Londres et je suis venue m'installer, à Bordeaux et maintenant, je travaille avec Manon. Alors moi, je suis pas apicultrice, j'ai pas ce feeling que Manon a avec les abeilles, j'adore, c'est une activité qui est hyper intéressante et moi, j'aime beaucoup, développer, tout l'aspect, business, commercial, développer au plus possible, cet aspect-là, de notre entreprise, nous faire connaître, faire les démonstrations et même rencontrer, des profils auxquels j'avais pas accès. Il faut savoir qu'avant, je travaillais, je rencontrais des gens qui étaient soi-disant très importants, à des postes clés dans des très grandes entreprises et maintenant aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui cultivent des plantes aromatiques et médicinales, des petits producteurs avec lesquels on a envie de lancer des produits et c'est juste génial. Enfin, chaque jour est différent, c'est hyper varié et maintenant j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose qui fait du sens. Je travaille toujours énormément, mais ça de toute façon c'est dans mon ADN, mais juste je m'éclate quoi. Et du coup, votre père, quand il a vu, donc, une de ses premières filles, tout lâcher, pour rejoindre l'apiculture, puis la deuxième, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents? Ah mais c'était panique à bord, hein. C'est «Non mais les filles, déconnez pas, putain!» c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a dû se dire: «Mais non, mais ça va pas bien, elles ont un peu de truc». Non, non, moi de toute façon,
professeur des écoles, c'est un métier magnifique, mais mon père, il me dit, ça va pas. Il était sceptique en fait à ce que je fasse ce métier parce qu'il me connaît bien déjà, il nous connaît bien et il sait, il me dit mais tu vas travailler avec des gens qui n'auront peut-être pas la même vision que toi, ça va être compliqué, on va te demander de peut-être rentrer dans un moule ou correspondre ou faire quelque chose que tu n'aimes pas et tu n'auras pas le choix. Et puis c'était vraiment, c'était vraiment. Mon père est entrepreneur, toute ma famille est entrepreneur, donc c'est vrai qu'être professeur des écoles, c'était bizarre pour eux en fait. C'était pas dans leur ADN et c'était pas leur philosophie de vie ou de travail. Donc il a eu un peu d'appréhension et en fait au bout de 2 ans, quand je dis que je voulais pas faire ça, au début il a été soulagé et après il s'est dit: «Bon alors du coup tu fais quoi?» Et j'ai dit: «Bah le problème c'est que je sais pas. Je sais que je veux pas faire ça, mais je sais pas ce que je veux faire». Bon, bah et en fait, il panique jamais, hein. Il est toujours très calme, il réfléchit, et puis il dit: «Bah, écoute, tu vas bosser avec moi, sinon tu trouves un boulot de ça, tu fais quelque chose, tu te débrouilles, mais tu cherches» et il est vraiment dans l'action, en fait. C'est rester toute la journée à réfléchir, c'est pas ça. Il faut se bouger, il faut sortir, il faut tester des trucs, il faut expérimenter. Donc du coup, il dit: «Bah, écoute, moi, je fais plein de choses à la fois». Il a plein de casquettes, il a différents métiers. Donc il me dit comme ça: «C'est l'occasion de rencontrer des personnes, qui font d'autres métiers, parce que moi, je les rencontre tous les jours, de tester avec moi et puis voilà et après l'apiculture, il m'a dit: «OK, mais là, ma cocotte, va falloir que tu bosses, Il hein, y a parce du que taf. ouais, pour gagner bien sa vie, il va falloir y aller» et surtout, c'est un métier qui est quand même très largement masculin. C'est un métier qui est très physique. Donc il m'a toujours dit: «Moi, je vais t'aider, parce que les journées sont très lourdes et tout machin, mais il va falloir que tu montres, que tu sais faire comme les autres, quoi». Que c'était un peu le le gros défi, en fait, de montrer qu'on peut faire aussi bien que les hommes, et qu'en fait, c'est Mmh. pas du tout un métier masculin ou féminin, quoi. C'est juste un Et métier on peut même faire mieux les filles, j'ai envie de dire. bah, oui, Ouais. c'est pas Mais moi, c'était beaucoup plus simple parce qu'il déteste les banquiers, donc il m'a toujours dit: «Non mais c'est pas possible, c'est pas la réalité d'être devant son ordinateur». Et quand je leur ai dit: «Bah, voilà, j'en ai marre, je veux tout quitter», mes 2 parents, hem, enfin nos 2 parents, m'ont beaucoup soutenue et mon père m'a dit: «Bah, bienvenue dans la vraie vie, maintenant c'est ça» et puis je sais pas, la première vraie expérience où je me suis rendu compte que j'avais changé de vie, c'est quand on allait faire une animation, dans un magasin bio et que j'ai passé, la journée, à faire le piquet à côté des poireaux pour vendre, des coffrets et j'ai adoré. Enfin, c'est très bizarre, mais je vendais mes produits et quand quelqu'un prenait un coffret, qu'il le mettait dans son panier, enfin, c'était incroyable comme sensation. Bah, bien sûr, c'est que du kiff et puis c'est à vous, c'est votre projet, c'est votre Mmh. entreprise, c'est vos produits, donc c'est juste un bonheur de voir que ça fonctionne, que les gens s'y intéressent, donc forcément ça vient du cœur, puis tu es pas là à bosser pour quelqu'un d'autre, comme tu as pu, connaître du coup, dans le passé. Ouais. L'énergie que tu donnes, elle est pour vous, pour toi, donc c'est incroyable ça. Ouais, du coup, question qu'on a dû vous poser, 300 000 fois, comment ça se passe de travailler entre sœurs? Oh là! alors, vous la vérité ou je plaisante? Ouais, faut dire la vérité maintenant. Non, non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est totalement différentes Ouais. et donc on est extrêmement complémentaires. Mais c'est un truc de dingue. Tout ce que je n'aime pas faire, Clara, elle excelle et elle aime bien et inversement. Donc franchement, c'est pour ça, c'est top. Il faut apprendre à communiquer parce que c'est pas du tout pareil, en fait. C'est plus la même relation, quand on est à la maison et quand on est petit et que moi je veux ça ou toi tu as ça et ça me va pas. C'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est un bien commun. Il faut apprendre à dialoguer, à se mettre d'accord et je pense que c'est le plus compliqué et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, tout marche et après il y a quand même un énorme avantage, c'est qu'on se connaît par cœur. Mmh. Donc moi, par exemple, je suis absolument pas du matin. Mais c'est-à-dire qu'arriver au bureau, réunion lundi à 8 heures, je tue tout le monde. Je vais même pas non, c'est pas possible, j'arrive pas. Comme je te comprends. Et inversement, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc Mmh. du coup, on sait quand est-ce qu'il faut se demander les trucs, les machins, et puis on se fait totalement confiance. En fait, on n'a pas besoin de regarder ce que fait l'autre. On se tient au courant sur tout. En fait, on fait tout en commun. On fait le point chaque semaine pour voir comment on avance, si on fait ci, si on fait ça. Mais il n'y a pas besoin de vérifier, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de. Et si un truc n'a pas marché, je sais qu'elle a tout fait. Et moi, et inversement, Mmh. elle sait que si j'ai tenté un truc et que ça l'a pas fait, mais j'ai tout fait. Il n'y a pas de. Donc franchement, c'est un réel soulagement. C'est un poids en moins, quoi. C'est pas quelqu'un que tu emploies, que tu connais pas, à qui tu vas Ouais, devoir faire confiance. De toute façon, c'est ma sœur. Enfin, si je peux pas avoir confiance en elle, j'ai confiance en personne, quoi. Ouais, bien bien sûr. sûr.
Non, puis Ouais, surtout, ça facilite beaucoup de choses, on se dit tout, enfin, il y a une idée, que je trouve nulle, bah, je lui dis: «Bah, ton idée est nulle» et je sais qu'elle va pas le prendre, bon, elle va pas personnellement. bien le prendre forcément, mais c'est pas je te dis pas que toi, tu es nul et en fait, il y a pas besoin, de parler pendant 150 ans. Puis même en réunion, elle me regarde et on sait ce qu'on va dire, par rapport, enfin, il y a quelque chose parce qu'on est sœurs, qu'on a grandi ensemble. Mais c'est vrai que moi, j'étais hyper étonnée parce qu'on n'était pas du tout proches, petites, parce qu'on est très différentes. On avait, pas d'amis en commun, même si on a qu'1 an et demi d'écart, Ouais. ou quoi et ça se passe super bien. J'avais franchement des appréhensions quand j'ai commencé à travailler avec elle. Non pas qu'elle est difficile à vivre, c'est que moi je suis Un petit peu quand très, même. très, perfectionniste, exigeante, tout ça, de par, mon ancienne, activité et je me disais: «Oui, ça va peut-être être difficile» et en fait non. Enfin, il y a forcément, il y a des moments, heu, Ouais, mais c'est la fatigue, c'est les, non et surtout tu mélanges tout parce ah ouais. on vit ensemble. Enfin, on vit pas dans le même appart, on vit l'une au-dessus de l'autre. Oui, non, mais ça, c'est Ouais, extraordinaire ça. ouais. Vous lâchez jamais, quoi. Non Non, parce qu'en plus, on a le téléphone et tout machin et mais bon, ouais. et puis le midi avec les parents, le week-end et alors ça en est où et machin, tout ça donc Ouais. c'est difficile de déconnecter, ça c'est sûr, mais bon en même temps quand on fait une activité qui nous plaît, qui nous passionne, c'est beaucoup moins pesant. Enfin moi ça me Ouais. dérange pas. Non, non, Ouais, mais bien sûr et puis cette liberté de pouvoir être vous-même, dans votre travail parce que ah oui. souvent on se fait un peu on met un peu une carapace quand on est au boulot, on veut pas non Mmh. plus être sans filtre. Là, tu peux Mmh. vraiment être, totalement sans filtre, être totalement toi-même et ça c'est un vrai bonheur. Ah bah, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand on est au bord, de la crise de nerfs, Mmh. oui, oui, là, c'est un sketch, hein, mais ouais, ouais, c'est très facile au final, franchement. Il faut je trouve ça même plus facile que de travailler avec des gens, Oh 2 c'est mieux, puis même il y a des ouais, jours où enfin j'étais fatiguée, tu me dis: «Bon, aujourd'hui je le sens pas, je suis pas ouais. bien», ben je te dis: «Prends ta journée» et puis je prends ce qu'elle a à faire et inversement, enfin Mmh. il y a pas de ça se fait très naturellement, Ouais, mais ouais, ouais, il y a pas de ouais, ça c'est vrai. Et du coup, votre père, si j'ai bien compris, au tout début, donc il faisait ça tout seul. Il avait, que quelques ruches. Mmh mh. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, donc, l'idée de votre père au départ? Qu'est-ce qu'il en faisait? À qui il vendait son miel? Et comment ça s'est passé avec, l'arrivée de Manon? J'imagine que les ruches se sont multipliées. Est-ce que vous pouvez un peu nous ramener en arrière? En fait, il a commencé son rêve à lui, c'était d'avoir une ferme, une exploitation. S'il pouvait, il passerait 365 jours dehors. Donc c'était vraiment l'objectif. Il a acheté une exploitation qui n'était pas bio. Il a commencé à faire des cultures parce que c'était pas son métier et on lui avait dit: «Voilà, quand on a une exploitation, on fait des cultures, on Mmh. récolte, on machin et tout». Il s'est rendu compte que financièrement, c'était pas possible, en fait. Puis c'était pas intéressant. Lui, il s'en fiche qu'il y ait du tournesol ou du colza qui pousse. Ce qu'il veut voir, c'est, des animaux. Ce qu'il veut voir, c'est un bel écosystème, de la vie, il veut quelque chose de plus vivant, qui fasse plus sens. Donc il s'est lancé dans l'apiculture par plaisir, hein, vraiment par curiosité les 6 premières et puis de 6 on est passé à 100. Donc là, forcément, il fallait être un peu plus nombreux et puis ensuite on est monté à 150, 250, 300, on est redescendu, on a jonglé en fait un peu pour trouver, l'équilibre entre, pas de surpopulation pour que tout le monde aille bien, qu'il y ait suffisamment d'abeilles, pour qu'on ait un écosystème qui soit très riche et très varié, et qu'on ait, suffisamment de ressources pour pouvoir en vivre, en fait. Donc l'objectif, de c'était d'avoir une exploitation dédiée aux abeilles. Mmh. Naturellement, on est passé en bio, parce que ça fait sens, parce que vous pouvez pas avoir des insectes, parce que ça reste un insecte, hein, sur exploitation et balancer des pesticides sur les cultures. Il y a un moment, c'est pas très logique, hem et puis quand vous êtes en bio, la première année, vous voyez tous les papillons qui reviennent, les coccinelles, les sauterelles, les oiseaux, les chevreuils, enfin vous avez mais c'est une vraie réserve naturelle, donc c'est incroyable. Mmh. Puis vous voyez vos ruches qui sont 100 fois mieux, donc on est passé en bio. Quand moi je suis arrivée sur l'exploitation, mon père, il avait totalement confiance. Il est très, il aime beaucoup déléguer. Ouais. Donc il me dit: «Bah, faut faire ça, 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 ça». Et on a vite trouvé en fait pendant 1 an, même 2 ans, non, pendant 2 ans, j'ai regardé comment il faisait, j'ai travaillé au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. Mais, il est extrêmement, comment dire? Il est enfin, c'est pas qu'il explique, mais il est assez, ouais, il est assez pédagogue, il montre, Mmh. et puis il te fait confiance, il dit: «Tu sais quoi? Tu veux savoir comment on fait? Essaye».
Il y a pas de pour lui, il faut essayer, faut tenter. Tu vas peut-être te prendre une tôle, mais au moins tu auras essayé, tu auras vu comment ça marche, Mmh. tu vas apprendre de tes erreurs. Il est vraiment dans la pratique, c'est pas juste, à faire des cours et puis, Non, mais là où Manon est très modeste, c'est qu'elle explique pas bien du tout et que, j'ai des c'était profs en plus. non, non, mais c'est non, tu expliques très bien, mais c'est, il avait 6 ruches, il faisait ça, c'était un passe-temps, on avait des pots de miel pour nous et pour ses amis et c'est quand toi, tu es venu et que tu as commencé à faire ça, au début, tu l'aidais parce que, bah, tu avais du temps et lui, il voulait te partager sa passion et c'est toi qui en as fait un métier et c'est parce Ouais, que toi, tu étais là que c'est devenu une vraie, qu'on a changé l'exploitation, qu'on a arrêté les cultures, que tout est tourné vers les abeilles et en plus, tu t'es pas, je veux dire, tu es parti en Nouvelle-Zélande, te former pour bien comprendre parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas d'école pour être, apiculteur ou apicultrice. C'est une activité qui est très empirique, donc c'est au fur et à mesure des années, puis ça s'adapte aussi en fonction de son biotope, de son environnement et du coup, tu es allé un peu à droite à gauche, essayer de comprendre, comment ça se passait mmh. et c'est une activité qui, à la fois, peut paraître très simple, mais en même temps, pour bien la faire et derrière avoir des produits de qualité, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux gens pour les sensibiliser et de mettre en avant, toute cette, expertise qu'il y a derrière nos produits. D'ailleurs, c'est hyper intéressant, donc le métier d'apiculteur, apicultrice. Mmh. Est-ce que Manon, tu peux un peu, nous plonger, au cœur, d'une journée type, d'une apicultrice? Comment ça se passe? C'est quoi ta journée type? Alors ça dépend. En fait, l'apiculture, vous avez d'une part la production de miel et de l'autre tout ce qui est élevage. Donc c'est-à-dire créer des nouvelles ruches qu'on appelle essaims, créer des reines. Dans une ruche, il y a une seule reine et c'est cette reine qui va pondre des œufs qui vont devenir des abeilles, donc elle renouvelle la colonie. Donc vous avez en général les apiculteurs qui font soit l'un, soit l'autre. Soit ils font du miel, soit ils font de l'élevage, parce que c'est très compliqué de faire les 2 en même temps. Nous, on a décidé de faire les 2. C'est pour ça c'est agréable qu'on soit 2 maintenant, dans l'entreprise, qui est mon père. Il y a Élise aussi sur l'exploitation qui nous aide parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Donc tout dépend. Si une journée, vous allez faire, une journée type, par exemple, j'ai recommencé l'apiculture, allez, fin février, début mars parce qu'il fait beau. J'enfile la combi, je mets que le haut ou j'en mets pas, ça dépend, la chaleur qu'il fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend de l'humeur de mes abeilles. Et ensuite, je vais faire rucher par rucher, visiter. Donc, j'ouvre les ruches une par une, tout doucement, et je regarde comment elles vont. Je regarde si la reine s'est remise à pondre, s'il y a du monde, si elles sont motivées et que quand j'arrive, j'en vois plein devant la porte qui me disent: «Allez, allez, c'est bon là, il y a du soleil, j'y vais, je vais chercher le miel, je me bouge». Ou alors les petites ménères qui sont devant qui disent: «Non, 12 degrés, fait encore un peu froid là, je sais pas, j'attends un petit peu quand même, je vais peut-être y aller vers midi». Je vois celles qui ont consommé toute leur réserve l'hiver et là qui sont à poil et du coup qui me regardent d'un air, «Là, si tu nous files pas à bouffer, on va jamais s'en sortir, quoi». Donc J'adore. il y a celles qui sont parties, beaucoup trop vite et qui sont déjà sur 12 cadres et qui me regardent d'un air: «Non mais tu vu là, on a plus de place là, qu'est-ce que fais quelque chose là, sinon nous on s'en va, on se casse». Donc en fait, une journée aux ruches, c'est observer, ces abeilles, c'est, leur venir en aide en fait. Qui ait besoin de plus de place, qui ait besoin de changer la reine, qui ait besoin de poser une hausse pour faire du miel. C'est de l'observation et il faut partir avec tout l'équipement. Il faut partir avec des hausses, il faut partir avec, peut-être des cages à reines, si on a besoin d'attraper la reine et de la changer de colonie. Il faut partir avec des cadres, il faut faire, et puis il faut savoir que dans la journée, le programme que tu as prévu, ça peut changer, en 2 secondes, quoi. Si d'un coup, il faut bien regarder la météo surtout. C'est hyper important. Avant chaque journée, on regarde la météo et on regarde le ciel, toute la journée. Si on sent la pluie qui arrive ou l'orage, mais alors là, mais on va se faire salader, mais de malade parce qu'en fait, il y a Ah, mieux que c'est les fou grenouilles, hein. ça. Ah ouais, c'est les abeilles. Les abeilles, c'est vraiment, la météo, c'est top. Si vous voulez savoir s'il va pleuvoir, l'été, vous allez être devant les ruches. S'il fait jour et qu'il y a pas une abeille de dehors qui rentre ou qui sort, c'est qu'il va pleuvoir ou qu'il y a de l'orage. Et du coup, bah, c'est comme nous, hein, quand il pleut, si vous laissez la fenêtre grande ouverte, on va vous dire: «Non mais ça va pas bien, tu vu le temps qu'il fait dehors?» Et là, Ouais, tout à fait. c'est pareil. S'il pleut et que j'ouvre la ruche, elles vont me dire: «Non, non, 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 tu refermes tout de suite». Donc elles vont essayer de s'énerver un peu, de me piquer, et de me dire de repasser plus tard quand il fera meilleur. Mais c'est drôle ça. Est-ce que, vous avez d'autres petits secrets comme ça à nous confier sur les abeilles, des choses, improbables, En fait, les abeilles, communiquent entre elles, dans la manière qu'elles ont de voler devant la ruche. Et ça, c'est pas quelque chose que nous, on a découvert, c'est un monsieur qui a eu un prix Nobel, qui s'appelle Karl von Frisch
et qui a décrypté ce langage-là. Donc le matin, les abeilles sortent, elles vont chercher des bons coins pour butiner. C'est les éclaireuses. C'est les éclaireuses, elles reviennent devant la ruche et elles disent aux autres abeilles la manière dont on dit qu'elles dansent ou qu'elles volent, ça va donner la position géographique pour les autres abeilles, pour qu'ensuite elles aillent butiner dans les bons endroits. Et Waouh. ce qui est très marrant, j'ai une anecdote assez drôle à ce sujet-là, C'est quoi? c'est que quand j'avais passé un entretien en finance, j'avais mis sur mon CV que je faisais de l'apiculture, tout ça, donc j'avais toujours beaucoup de questions par rapport à ça en entretien. Et j'explique ce concept-là, et là, la RH me dit mais du coup, vous communiquez avec elle, vous dansez autour de la ruche. Et je me disais que non, c'était pas Oui, bien sûr. exactement comme ça que ça marchait, mais Pas vraiment, ouais. Est-ce que tu pourras tout de même, Clara, s'il te plaît, te filmer et faire une petite vidéo de toi qui danse autour des ruches? bien sûr. Ouais, je vais la filmer autour Alors que maman fait de la communication et je ne suis pas sûre qu'elle accepte, de danser des ruches. Bah, si vous qu'elle dansez accepte qu'on autour des poste ruches, ça. ça va pas leur plaire. Enfin, Elles vont pas kiffer. non, Mais du non. coup, Clara, toi aussi, tu vas aussi à la rencontre des abeilles alors? Alors moi, j'y allais, j'ai pas pu encore y aller parce que je suis venue, c'était quasiment la fin, le Ouais. temps que je quitte mon boulot et que je commence à travailler, c'était septembre, donc il y avait plus grand chose à faire, sur les ruches. Mais là, quand la saison va reprendre, ben, Manon, dès qu'elle a besoin d'aide, on y va. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai très peur des abeilles. Enfin, j'en ai pas peur quand je les vois, mais j'ai toujours beaucoup d'appréhension quand je vais aux ruches, et je me suis jamais fait piquer. Ouais. En plus, Donc, enfin, c'est vraiment, C'est dingue! ouais. Mais pourtant, Et est-ce qu'il y a une raison? je sais pas, parce que je pensais qu'elle sentait la peur, mais non. alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, comme on fait de l'élevage, je fais de la sélection. C'est-à-dire que j'ai des critères définis et je vais dupliquer les ruches, qui correspondent à mes critères et mon critère numéro un, c'est la douceur. Je peux faire extrêmement chaud dans le Lot-et-Garonne. L'été, on peut arriver à 38, 39, 40 degrés et c'est Mmh. pendant plusieurs heures. Donc quand tu es en plein cagnard, si en plus tu as la combi, le machin, le pantalon, le truc, enfin, tu perds 12 litres d'eau dans la journée. Même pour elles, c'est très désagréable parce qu'il fait trop chaud, donc elles ventilent énormément, donc elles sont énervées et tout. Donc un de mes critères, c'est la douceur. Je veux des abeilles douces, je veux pouvoir ouvrir, mettons un jour, je sais qu'il va y avoir de l'orage, mais il faut absolument que j'aille renouveler, le candi ou le sirop parce que, beh, c'est la seule période d'accalmie qu'il y a et là, il faut y aller. Je sais que c'est un climat qui peut les rendre agressives, mais comme j'ai sélectionné des ruches 12, elles vont me dire: «Allez, tu as 10 minutes pour faire ton truc et après tu t'en vas». Donc elles vont entre guillemets, «un tout petit peu s'énerver», peut-être légèrement sortir, mais elles vont patienter un peu. Elles vont pas me sauter dessus comme on peut ouvrir avec une ruche qui est très agressive ou une abeille noire qui, quand vous approchez à 10 mètres, elle vous fonce dessus, quoi. Donc j'ai vraiment des abeilles toutes douces, toutes gentilles et puis je fais des reines, que je sélectionne pareil pour la douceur, la productivité. Donc c'est vrai que quand les gens ont un peu d'appréhension, et qui viennent avec moi sur les ruches, au début, je leur fais ouvrir des nucléis. C'est des toutes petites ruches, c'est minuscule. C'est uniquement pour l'élevage de rennes, donc pour créer de nouvelles reines et c'est des cadres, on dirait une dinette pour enfants tellement c'est Mmh. tout petit. Mais il y a quand même pas mal d'abeilles dedans et j'avais montré à des amies, qui étaient pas du tout apicultrices, qui avaient vachement peur des abeilles. J'ai dit: «Mais regarde, vas-y, en attrape une, touche le cadre» et elles ont été complètement désensibilisées et pareil, dès qu'il y a des gens qui viennent sur exploitation l'été, parce qu'on a une petite boutique ou qui viennent chercher des essaims, j'ai dit: «Bah, regardez, on va le transférer ensemble, vous allez ouvrir, vous allez» ah bah oui», puis ils commencent à enlever la combinaison et puis ils commencent à enlever les gants et puis ils ont un petit peu moins peur et puis voilà. Alors ça, c'est valable, sur mes ruches que je connais. Si je vais chez un apiculteur que je ne connais pas ou je connais mais j'ai jamais ouvert ses ruches, je peux vous assurer que j'ai la combi. Au début, Bien sûr. je tente pas quoi, parce que je les connais pas. Mais mes abeilles, mes ruches, du moins je connais leurs reines, donc je sais très bien comment elles vont réagir. Et c'est un très bon indicateur parce que comme je sais qu'elles sont très gentilles de base, si un jour elles s'énervent comme des malades, c'est qu'il y a un gros problème. Je sais pas encore lequel, si c'est un prédateur, si c'est, une maladie ou si c'est le climat, mais s'il y a un truc qui va pas. Donc c'est un très bon indicateur en fait pour moi. Dans une journée, si je me fais piquer, après enfin il y a des endroits où vous le sentez plus, hein, mais si je me fais piquer, allez une dizaine de fois, c'est un grand max pour moi. Mais il y a des journées où je me fais même pas piquer, il y a des semaines où je me fais pas piquer, hein. Mais tu étais pas allergique à la base aux piqûres d'insectes? Non, j'étais allergique au pollen. Ah, au pollen. Ah voilà, Ah, je en suis plus, plus Ah ah oui, oui. c'est génial ça. non, c'est vrai. Mais je suis allergique au pollen, Ah hein, ouais, j'ai blague. culture et c'était terminé. En fait, la Mmh. la ruche a une odeur hyper particulière, ça sent hyper bon et ça sent notamment beaucoup le pollen. Donc en fait, c'est, bah, le principe de désensibilisation, hein. Mmh. Toute la journée à sentir le pollen, au bout d'un moment, bah, terminé.
Et alors, tu parlais des reines, justement. Comment est-ce que tu formes les abeilles à devenir reines? Une reine, c'est un œuf, qui a été nourri à la gelée royale. Donc à la naissance, toutes les abeilles, sont identiques, tous les œufs sont identiques. Donc les œufs femelles, hein, les œufs mâles, c'est autre chose. Mais les abeilles vont sélectionner un œuf. On sait pas trop pourquoi, hein. On sait, qu'elles les sélectionnent entre un œuf qui a été pendu entre 12 heures et 48 heures, mais on ne sait pas pourquoi elles prennent celui-ci et pas un autre. Et elles vont décider de le nourrir à la gelée royale. Et donc du coup, la gelée royale, c'est beaucoup plus riche, c'est une autre alimentation que celle des abeilles, hein. Il y a que la reine qui est nourrie à la gelée royale. Et cette petite abeille va devenir une reine. Donc elle sera beaucoup plus grande, elle sera plus longue, elle va vivre plus longtemps. Une abeille, l'été, elle vit à peu près 5 semaines, alors qu'une reine, elle va vivre jusqu'à 5 ans au maximum. Et puis une reine peut se faire féconder, alors qu'une abeille est stérile, donc elle ne peut pas pondre. Et c'est incroyable. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les abeilles. On ne sait pas Mais pourquoi bien elles sûr. cet œuf-là, pourquoi elles changent de reine maintenant, ou pourquoi elles essaiment. On a des pistes, hein, il y a des comportements qu'on comprend et parfois on a les explications, mais je pense qu'il y a 80% des choses qu'on ne sait pas expliquer. Mais c'est ce qui est génial, on apprend tout le temps. C'est tellement intéressant. Et Mm. est-ce que vous pouvez, nous plonger un peu dans la peau d'une abeille, qui va fabriquer du miel? Comment ça se même si on sait un peu comment ça se passe, Mhm. est-ce qu'on peut avoir un peu les étapes de ce process? Alors l'abeille, elle a plusieurs métiers. Au début, elle va donc après sa naissance, ça va être une abeille nourricière, ça va être une petite ouvrière. Elle va rester dans la ruche, elle est toute jeune, elle va nettoyer sa cellule, elle va nourrir les larves, elle va vraiment faire un petit travail de maman, s'occuper de tout le monde et de la reine. Et quand elle est un peu plus costaud, quand elle a atteint 15 jours, 3 semaines, elle va commencer par faire son premier vol, son vol d'orientation. Donc elle sort de la ruche et elle fait des cercles de plus en plus grands autour de sa ruche. Et ça lui permet en fait de créer une carte et de localiser la ruche dans l'espace. Donc peu importe où elle ira, elle saura qu'en fait la ruche, elle est ici. Ce qui fait que même s'il y a énormément de vent, qu'il se met à pleuvoir d'un coup, ou que il y a du brouillard ou je sais pas quoi, elle sait exactement où est sa ruche. Une fois qu'elle a bien enregistré ça, elle va devenir une butineuse. C'est-à-dire que les éclaireuses, c'est les plus vieilles abeilles, c'est celles qui repèrent les endroits où il y a du pollen et du miel et qui transmettent l'information aux butineuses qui vont chercher le miel. Donc la butineuse, elle sort de sa ruche, elle a son petit emplacement GPS, elle aspire le nectar, qui est un liquide sucré autour de la fleur, qu'elle stocke. Et elle peut aussi stocker du pollen sur ses pattes, elle fait des petites boules. Donc quand elle repart, on dirait, on dirait une petite abeille avec plein de boules orange ou jaune, ça dépend de quelle couleur est le pollen. Elle revient à la ruche, elle va régurgiter le nectar à une autre abeille, et ça va se faire plusieurs fois. En fait, elle régurgite le nectar entre elles. Ça permet une déshydratation du miel, et ça lui apporte toutes les enzymes, toutes les protéines qu'il n'y a pas naturellement dans le nectar, hein, s'il n'y a pas le travail des abeilles. Ensuite, elles vont le stocker dans une alvéole, et quand il atteint à peu près 17% d'humidité, elles vont fermer cette alvéole avec une pellicule de cire, et là, c'est comme si nous, on le mettait dans un pot. C'est-à-dire que ça ne bougera pas, c'est ad vitam aeternam, ça ne périme pas. Et comme ça, elles ont leur petit stock de miel quand il y en a besoin pour nourrir les larves, pour faire de la gelée royale, l'hiver, quand il faut aller puiser dans les réserves. Euh, le miel, en fait, c'est une transformation du nectar par les abeilles, en fait, entre elles. Mais franchement, c'est extraordinaire et la manière dont tu racontes, franchement Ouais. bravo. C'est magique, c'est une petite histoire, bravo, franchement bravo pour ça, c'est incroyable et votre miel, les filles, c'est évidemment le meilleur miel de France. Heu, Bon. est-ce que vous pouvez un peu, me décrire votre miel? La particularité, c'est qu'on ne fait pas de transhumance. Mmh. Nos ruches, elles passent toute l'année dans le Lot-et-Garonne, sur notre exploitation à Bouglon. Donc on a un miel qui reflète vraiment la diversité du Lot-et-Garonne et même du Sud-Ouest. Donc c'est-à-dire qu'on a des châtaigniers, des noisetiers, de l'acacia, on a des plantes aromatiques, de la lavande, des agrumes, enfin tout ce qu'on peut trouver dans le Sud-Ouest avec les fleurs sauvages. Et elles vont butiner tout ça. Les premières mielées, ça commence début du printemps jusqu'à aller dans le Sud-Ouest fin août, début septembre. C'est-à-dire qu'elles ont toute cette période pour faire le miel. Nous, on récolte à chaque mielée, à chaque floraison, on récolte ce miel. Donc les premiers, en général, c'est colza, ensuite c'est acacia, ensuite c'est tilleul, au fur et à mesure. Et on va les mettre tous en cuve, on va les operculer un par un. Comme ça, on sait exactement que dans cette cuve, on a, allez, 90% de colza et peut-être 10% de fleurs sauvages qui vont fleurir en même temps que le colza. Donc comme ça, on a toutes nos cuves avec tous nos miels récoltés et on va assembler uniquement les meilleurs.
pour avoir un équilibre parfait et pour avoir un miel qui va plaire au plus grand nombre. Chaque, fleur et chaque miel a un goût qui lui est propre. Le miel de Châtigny, c'est un miel qui est foncé, qui est assez amer, alors que si on prend le miel d'acacia ou tilleul, c'est des miels qui sont assez, on dirait presque qu'ils sont translucides, en fait. Ils sont sucrés, ils sont doux et ils ont pas tellement de goût très floral comme peut l'avoir le miel de lavande. Donc il va s'agir de faire un assemblage des miels qui nous semblent le plus sympa Mmh. gustativement Et qui s'accordent. et qui s'accordent. Et comme ça, on a un seul miel qui reflète, les floraisons de l'année. Et tous les miels qu'on n'aura pas utilisés dans le mélange, en général, sur la récolte, on utilise quand même 70 qui finit en pot Mmh. et il y en a que 30 comme par exemple le miel de colza qui est un miel très dur, qui fait des gros cristaux, qui est pas très bon gustativement, mais qui est très riche pour les abeilles. On va le réutiliser pour préparer les colonies à l'hiver, celles qui ont, les petites feignasses qui ont pas fait beaucoup de réserves ou celles qui, ont changé de reine au dernier moment et donc du coup, toute l'organisation a été modifiée et elles sont en danger pour passer l'hiver. Donc on va s'assurer que tout le monde a des réserves pour l'hiver et on réutilise ces miels pour ça. D'accord, et vous faites aussi du thé, c'est ça? Oui. Exactement. Les thés à infusion, en fait, on a toujours, on essaye, le plus possible, d'ajouter des produits à notre gamme, pour, refléter, notre terroir ou mettre en avant notre produit comme, le miel. Et en fait, on s'est dit souvent: «Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre, d'une journée aux ruches?» Ben, on se fait un thé avec du miel, Mmh. et on avait envie de partager cette expérience, avec les gens qui avaient acheté notre miel ou qui adoraient le thé, et le miel. Et du coup, on s'est, associé, à un monsieur qui est, né, dans le thé, qui a pris notre miel, et qui en de ce miel-là, qui a créé 5 recettes qu'on a, élaborées, avec lui. Et c'est des recettes, qui se marient parfaitement avec notre miel. Donc on les propose, soit simples, soit on a fait des coffrets, tout en un. Vous avez un petit pot de miel et un petit peu de thé ou d'infusion. Et c'est pour nous, l'accord parfait. C'est la petite pause, réconfortante, retour, des ruches. Malheureusement, nous, on fait pas pousser de thé, en France. Peut-être avec le réchauffement climatique dans quelques années, qui sait? On sait pas. Qui sait, c'est clair. Nous, on fait toujours soit les produits, on les fait, nous-mêmes, comme le miel, comme l'huile ou les Mmh. graines, Une graine. soit on s'associe à des gens dont c'est le métier. Derrière, il y a un vrai savoir-faire et surtout, il y a un sourcing qui est, hyper clean. On sait exactement tous les composants, des thés infusion, d'où est-ce qu'ils viennent, est-ce que c'est bio, c'est commerce équitable? Même sur les nouveaux produits qu'on va lancer, on s'associe tout le temps, à des artisans et dans Français, lesquels, ouais, toujours. français, dans lesquels on a une totale, confiance. En fait, c'est mettre en valeur notre miel, notre travail et Mmh. le leur aussi. Ouais. On a tous c'est dire qu'on sait tout faire et qu'on est les meilleurs dans tout, c'est pas vrai. On a tous des compétences différentes et des savoir-faire, uniques. Donc c'est vrai que, nous, c'est le miel, et l'huile parce que, on fait du tournesol aussi pour nos abeilles, donc c'est lié, c'est un process qu'on connaît et c'est un produit qu'on valorise. Mais, le thé, c'est créer un thé, c'est pas notre métier. On sait Mmh. qu'on voulait, un thé plutôt floral, plutôt sucré, une Mmh. infusion comme ci, comme ça, mais en soi, on est incapable de faire la recette parfaite. Donc c'est dès que c'est un produit qu'on voudrait faire parce qu'il se marie très bien avec nos produits et et que ça nous intéresse vraiment, on va se diriger vers quelqu'un qui a la même passion que nous, on a pour nos produits, en fait, qu'on produit. Bien sûr, bah, les relations sont hyper importantes. Ouais. Mmh. C'est ça qui change tout, en fait, qui fait qu'on choisit un partenaire et pas un autre. Donc je comprends bien ce que vous êtes en train de mettre en avant. Et d'ailleurs vos partenaires, vous les mettez en avant? Vous travaillez ensemble sur de nouveaux produits? Comment ça se passe? En fait, ben, nos partenaires, là, pour, l'été infusion, on l'a lancé récemment, donc on travaille avec eux, on a des retours, on voit comment ça se passe, on élabore des nouvelles recettes. Et pour tout ce qui est quand on veut lancer un nouveau produit, toute l'année, on essaye d'avoir des idées, on se réunit, on en discute. Et dès qu'il y a une famille de produits qui nous intéresse, Manon ou moi, se charge du dossier. On va chercher en France quels sont les artisans, qui nous correspondent, qui ont les capacités de faire ça pour nous. Ensuite, on va les rencontrer. Ça, c'est vraiment la partie que moi je préfère. Je suis, passionnée par les lignes de production. J'adore aller voir les usines. Enfin, vraiment, c'est très bizarre, mais je trouve que c'est magnifique. Et voilà, donc on prend la voiture, on se déplace un petit peu partout en France, on va rencontrer ces gens-là
pour s'assurer déjà que c'est bien d'avoir des gens au téléphone, mais c'est mieux d'aller voir comment ça se passe en vrai, de rencontrer les gens qui fabriquent, vraiment ces produits et pas juste les commerciaux avec lesquels, on est, en relation et on voit avec eux ce qui est possible de faire, quand est-ce qu'on peut le faire et comment on peut mettre en avant, leur, artisanat au travers de nos produits, et de nos valeurs. On lancera toujours un produit, qui sera en lien avec les abeilles. C'est vraiment le dénominateur commun de notre marque et c'est parce que c'est notre histoire et c'est parce que c'est nos valeurs. On fera jamais un dentifrice des abeilles de Malesko ou alors, Non, je te enfin, confirme. Et pourquoi pas si c'est un dentifrice au miel? ouais, Ça peut être voilà. bizarre, hein, miel C'est et c'est menthe, c'est pas super pour les Ça caries, je pense, oui. ça peut être bizarre. Ça c'est peut-être un nouveau concept, qui sait? c'est Ouais. ça. Hem, Mais c'est vrai que c'est un peu étrange à premier abord. Hem, Très bien et beh, écoutez, vous m'avez raconté, une très, très belle histoire et effectivement, il y a beaucoup de belles valeurs qui se dégagent, de ce projet, de cette entreprise, de votre famille, en fait. Quels sont du coup les futurs projets pour vos ruches, pour vous? tu fais un petit teasing ou pour nos ruches ou Déjà pour, déjà pour les ruches, il y a ouais. ah, pour les ruches? Et beh, du coup, on a lancé une campagne Ulule Mmh. parce qu'en fait, à travers le travail de sélection, on s'est rendu compte, d'une part, qu'il y avait beaucoup d'apiculteurs qui n'en faisaient pas ou qui ne savaient pas comment on le faisait et qui étaient, bah, démunis, qui perdaient une ruche, en fait, hein. C'était, chaque année, on a à peu près 10 de ruches qui disparaît, c'est énorme. En bio, En sinon bio, c'est ouais, 30. en bio. Ah oui, Ouais, parce que nous, on est en bio, parce que si vous êtes en tradi, c'est 30, donc c'est ouais. c'est juste énorme. Et il fallait trouver une solution, c'est-à-dire qu'on peut pas rester et créer de nouvelles colonies et se dire: «OK, bah, chaque année, on a 30 qui meurent». Non, ça, c'est pas possible. Nous, on refuse. Donc on a vraiment commencé ce travail de sélection sur une race, en fait. Pour n'importe quel travail de sélection, par exemple, si on prend un chat, bah, j'aimerais bien qu'il ait, alors c'est peut-être plus des critères esthétiques, mais j'aimerais bien qu'il ait, des oreilles un peu plus longues, une fourrure un petit peu plus dense. Donc, au fur et à mesure, on va sélectionner des individus dans cette race qui correspondent aux critères et les reproduire entre eux pour avoir, le critère définitif. C'est pareil pour les abeilles. Moi, je veux une abeille qui soit douce, je veux une abeille qui arrive à se défendre bien contre le frelon asiatique, qui arrive à lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que, quand d'un coup, en juin, elle a 3 jours de flotte, qu'elle panique pas, ou que les températures chutent pendant un mois, qu'elle panique pas et qu'elle se dise, «Ah mais c'est pas possible, l'automne est déjà arrivé ou l'hiver est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On consomme tout ou alors on sort», et là, bah, si j'interviens pas, la colonie meurt, en fait. Je veux une abeille qui sache que, bah, il y a des aléas climatiques, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'il y avait il y a 20 ans, mais elle sait très bien les gérer, elle va pas paniquer, elle va réduire l'activité de tout le monde, peut-être réduire sa ponte. Un nouveau prédateur, elle sait qu'il y a un comportement à adapter, et donc du coup, moi j'ai moins besoin d'intervenir et je sais que quoi qu'il arrive, mes colonies s'en sortiront et que j'aurai plus et que si j'ai de la perte, parce qu'on a toujours de la perte, ça va être, peut-être une maladie, une nouvelle maladie que j'ai pas maîtrisée ou, bah, des colonies qui disparaissent, parfois on sait pas pourquoi, mais ce sera minime. Les 3/4 du troupeau s'en sortiront très bien, quoi. Donc c'est ce qu'il faut faire et on s'est dit, on travaillait sur qu'une seule race et la Buckfast, en fait, c'est un croisement de plusieurs races. En fait, il y a eu, une épidémie d'acariose en Angleterre au 20e siècle et donc du coup, le frère Adam, qui était apiculteur, a décidé de prendre le meilleur dans toutes les races d'abeilles. Il y a beaucoup, beaucoup de races d'abeilles pour créer une abeille résistante à l'acariose et humblement, on s'est dit: «Bah, on pourrait peut-être faire à notre échelle la même chose». Prendre des races qui existent déjà en France, comme ça il y a pas de on n'apporte pas de race étrangère, on n'apporte pas de maladie, vraiment, c'est juste que c'était une abeille qui est dans le Pays basque, hop, je la fais remonter dans le Lot-et-Garonne, mais ça va pas beaucoup la changer, hein, parce qu'elle reste dans le sud-ouest et elle reste dans son environnement et je vais voir comment elle se débrouille chez moi, si elle est mieux et si je trouve que ses critères sont pas mal, hop, je vais peut-être essayer de naturellement la mélanger avec la Buckfast. Parce qu'en fait, quand on fait une reine, elle va se faire féconder, mais que ce soit des mâles de telle race ou telle race, sachant que c'est toutes des abeilles mellifères, la reine, elle voit pas la différence, hein. C'est premier arrivé, premier servi, quoi. Mais ça va nous permettre d'avoir de nouveaux critères. Donc du coup, nous, on veut travailler avec la caucasienne, en plus de la Buckfast. C'est une abeille de montagne qui est beaucoup moins frileuse, donc elle va sortir dès qu'il fait 10 degrés. Elle passe beaucoup mieux l'hiver, elle va consommer beaucoup moins, elle va plus vraiment se serrer au sein de la colonie et attendre que l'hiver passe. Elle est assez agressive aussi par rapport au frelon asiatique et un petit peu plus agressive envers l'homme. Et comme la Buckfast est douce, hop, on va peut-être pouvoir trouver un juste milieu. Donc en fait, c'est ça notre idée. C'est vraiment trouver l'abeille parfaite qui va s'en sortir quoi qu'il arrive avec le moins d'intervention possible. Sauf que ça a un coût. C'est
Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, j'écoute. Elle me regarde. En fait, Oui, elle est partie dans son truc là. Elle est partie dans un c'est ça, récit. elle me regarde, Regarde. tu parles. Un coup, c'est un projet qui coûte 27 000 € parce qu'il faut racheter des ruches, il faut racheter des essaims d'une autre race. Et donc, on s'est dit, faire un projet Ulule, c'est sensibiliser à la cause des abeilles Ouais. et en plus, financer ce projet. Et il y a tellement de personnes qui sont sensibles à ça, qui s'intéressent et qui demandent juste à participer et à apporter leur pierre à l'édifice que franchement, c'est génial, quoi. On ne s'attendait pas à un tel soutien. Ouais, En c'est tout ça. cas, vous l'aurez compris, si vous avez envie de les aider et de les soutenir, bien sûr, très connu, de les soutenir, pardon, rendez-vous sur leur page Ulule que je vous donnerai le lien bien évidemment et sinon il est directement dans la bio de leur page Insta. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Franchement, c'est assez extraordinaire ce monde-là et effectivement, je trouve qu'il y a de plus en plus d'intérêt envers le métier d'apiculteur, d'apicultrice. Donc merci pour tout ça. Et j'ai envie de changer un peu. Donc vous savez que j'ai un petit rituel et que je demande toujours un conseil ou une phrase qui vous guide dans la vie. Mais j'aimerais faire un petit clin d'œil à votre papa, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même assez important pour vous. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une phrase ou un conseil que votre papa vous a donné? Ah ouais, j'en ai une, elle est très, très bien. Alors là, il faut savoir qu'il a beaucoup de punchline, vraiment. Cet homme, il est incroyable. Et, on a aussi un petit frère, Benjamin, qui lui ne travaille pas avec nous, peut-être dans quelques années, qui sait. Et on se moque souvent de lui par rapport à ça. Et il y a vraiment une phrase, c'est « quand t'es dedans, t'es dedans ». Et ça veut tout dire. Lancez-vous et de toute façon, saute et devine comment on nage. C'est ça. Et c'est vrai. Et moi qui avais tendance à tout rationaliser, de prendre le temps, de bien peser le pour et le contre, ça marche pas. Faut essayer, faut tenter. Bien sûr, pas prendre trop de risques. Non, c'est vraiment si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas en fait. Si tu tentes pas, effectivement, tu prends un risque, tu n'es pas garanti du résultat. Mais si vraiment tu donnes tout, tu essayes tout, tu n'auras aucun regret. Et si tu n'as pas réussi, tu auras au moins gagné de l'expérience et ça vaut tout. Donc en gros, c'est ce qu'il explique. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. Et ben franchement, big up à votre papa. J'espère qu'il écoutera l'épisode. Allez, direct. Mais là, je pense qu'il va être trop content là. Faut dire. Non, mais là, c'est une star. Il va se prendre pour une star. Ah ouais. Bon, vous le saluerez de ma part en tout cas. Merci beaucoup les filles, j'ai été ravie et à très très bientôt. Et peut-être qu'un jour, je viendrai découvrir l'exploitation, votre exploitation. Avec plaisir. Nous, c'est vraiment l'exploitation, elle est ouverte donc de mi-mars pour l'apiculture jusqu'à mi-octobre. Vous venez, vous passez, ils nous contactent sur Facebook ou Instagram, je voudrais venir voir et tout, hop, on vous emmène, on a les ruches à côté, ils regardent, c'est génial. Il faut partager, donc c'est avec plaisir. Eh ben c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Les filles, à très bientôt, bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup.